et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition de Canal Presse du 12 juin 2016, dont voici le sommaire en images. Cocorico, le poulet se meurt, la filière agonise. Je parle de la propagation de l'épizootie, la nouvelle star des maladies qui tue la vie. En termes de chiffres, je voudrais épargner le bassin de l'Ouest du Cameroun, qui est devant Dieu et devant les hommes, le principal pourvoyeur du Cameroun justement et de l'Afrique centrale, soit à peu près à hauteur de 80%. Cela représente d'ailleurs 56 milliards de francs CFA en termes d'investissement, parce que toujours dans l'Ouest du Cameroun, la seule utilisation des produits vétérinaires renvoie à 8 milliards de francs CFA chaque année. Je vous ai promis de ne pas assez m'appesantir sur l'Ouest. Les chiffres d'ici donnent du tournis. Je vous invite dans le Foundi, le département du Foundi, dans la région du Centre, tristement premier au classement des zones récemment atteintes par la grippe aviaire. Que ce soit Mbarga, à Tangana ou Essomba, ils sont près de 300 au moins. Le nombre d'éleveurs qui disposent de près de 500 000 poulets sans trop savoir où et auprès de qui les vendre. Au lieu de 45 jours, leurs poulets sont aujourd'hui âgés de 70 jours et à ce niveau, sont eux-mêmes devenus un risque. Si je suis noir et j'aime le poulet, que dit alors le gouvernement de mon pays? Hissène Habré, un procès hissé puis rangé. L'ancien président tchadien est presque sûr de mourir, ne jouissant pas de la liberté d'aller et de venir. Il paie là, aux yeux de la justice au Sénégal, son bail présidentiel de 82 à 90 et qui avait trop énervé les ethnies à Djaraï et Zagawa. Ainsi regroupés en victimes à l'occasion. On l'a vu en vidéoconférence en guise de témoignage. Sa chute, même judiciaire, emporte une telle euphorie collective que l'on est convaincu que tous les dictateurs africains ont un sort quelque peu réservé. Mais on oublie très vite qu'en marge de ce que Bobo appelle précédent jurisprudentiel, que son homme de main fut Idriss Déby Itno et qu'en son temps, des Occidentaux et Américains auraient demandé et obtenu des services, se dressant ainsi comme des complices passifs, même moralement. Alors question, maintenant qu'il en est ainsi, où sont-ils? Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain, Pierre et Sono. Et nous allons tout de suite faire un petit tour de l'actualité de la semaine avec les invités qui ont accepté d'être là ce dimanche. Je commence par vous, Joseph Olinga. Bonjour et merci d'être venu. Vous êtes grand reporter au quotidien Le Messager dans l'Odex Ouest. Félicitations déjà. Un match international de football se joue ce dimanche sur le tout nouveau stade de Bafoussam. Quelle est l'ambiance dans cette partie du pays? C'est une ambiance à relativiser. Parce qu'effectivement, c'est une rencontre qui monopolise les attentions, mais à relativiser parce que nous avons fait un constat, c'est que le stade de Kouékan, qui est le stade de Bafoussam, qu'on appelle le stade de Bafoussam, justement ne permet pas que les masses qu'on attend souvent, ils soient soins. Or, on sait que le spectateur, c'est le 12e joueur. Et je pense de manière simple, si on schématise ça, je pense qu'il est un peu difficile. Si cela a réussi lors de la cérémonie d'inauguration, il y a eu quelques élites qui ont mis des bus pour amener les gens au stade. Je pense qu'il est difficile de penser que dans une zone comme celle-là où l'économie est rurale, que quelqu'un ira payer un ticket à 500 francs et va payer 1000 francs de transport aller-retour pour aller voir le match. Ceci dit, j'encourage tous ceux qui peuvent le faire à le faire. Et donc, il va falloir revoir la politique de recettes. Effectivement, parce qu'il faut dire que Bafoussam, contrairement à Yaoundé ou à Douala, n'est pas une zone où il y a des transports en commun assez réguliers. Et Kouékan, lorsqu'on dit Kouékan, en fait, c'est en périphérie. Et c'est pas toujours facile de penser que les gens vont se mobiliser comme ça, comme à Yaoundé ou à Douala pour aller le voir. Ceci dit, aller les Lions, quand même.
Et on verra donc le score final de la partie cet après-midi. Invité également ce dimanche Delors Magellan Kangem Kamsou. Merci d'être venu. C'est selon, hein? Non. Président de la Ligue camerounaise des consommateurs. Vous avez été réélu le 15 mars dernier. Merci de nous réserver votre première sortie médiatique en télévision. Une campagne d'identification des consommateurs de téléphonie mobile se poursuit au Cameroun. Vous êtes déjà identifié? Disons que, en tant que consommateur, en tant que celui qui porte la voix, la parole des consommateurs, donc je me dois de montrer le bon exemple. Donc il y a lieu de s'identifier avant le 1er juillet. Parce qu'il faut dire que les opérateurs traînent la patte. Hein. C'est-à-dire que cela a même valu une plainte de la Ligue camerounaise des consommateurs le 15 février, pas mars, parce que le 15 mars c'était l'élection, mais le 15 février, donc un mois avant, la Ligue camerounaise des consommateurs a saisi la justice pour demander à ce que les opérateurs soient sanctionnés, car on ne comprenait pas comment des dispositions peuvent être en vigueur, mais les opérateurs réchignent à faire identifier les abonnés en pleine guerre contre Boko Haram. Mais les consommateurs aussi ne viennent pas beaucoup dans les points d'identification qui ont été aménagés. Hein. Ils ne courent pas. Disons que même si les consommateurs ne courent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas motivés. C'est parce que ce n'est pas la première fois. Car il y a eu une première identification, ensuite on lui a dit de revenir. Moi je pense que ce que la Ligue camerounaise des consommateurs souhaite, c'est que les consommateurs puissent y aller. Parce que c'est important de s'identifier. C'est important de savoir qui vous appelle. Parce que quand quelqu'un vous appelle et que vous ignorez son identité, il peut vous dire des choses pas du tout potables, donc des choses désagréables, il peut même vous menacer. Et là, il faudrait que vous sachiez qui c'est. Donc quand c'est impossible de le savoir, là ça devient très dangereux. Donc il est question ici d'une question de civisme, de citoyenneté. Donc je ne vois pas pourquoi les gens vont dire non, je ne vais plus partir même si on veut un couple. Non, c'est pas bien d'être dans l'illégalité. Mais nous souhaitons également que l'accueil soit digne du consommateur qui doit être roi. Que l'accueil puisse permettre à ce que quand les gens arrivent, ils soient bien accueillis et que ça se déroule rapidement. Merci. Parce que généralement, le consommateur au Cameroun n'est pas bien accueilli, il est minoré, marginalisé, méprisé. On souhaite qu'à travers cette opération, que le consommateur retrouve sa puissance, retrouve son royaume, donc qu'il devienne roi, et que cette opération puisse permettre à ce que, une fois pour toutes, ceux-là qui détiennent 3 puces, parce que il faut dire ici que le maximum de numéros à détenir, c'est 3. Pas plus, oui. Pas plus. Mais malheureusement, l'ART a déclaré qu'il y en a qui détiennent même 200 puces. 200 numéros. Comment ces opérateurs ont pu le faire? Donc ça, c'est des dispositions également qu'il faut voir. C'est tout ça qu'il va falloir régler dans cette campagne d'identification. Il faut régler tout ça. Il ne faut pas déplacer ce consommateur, mais c'est plutôt aux opérateurs de reconnaître qu'ils n'ont pas fait le travail comme il fallait et que les consommateurs doivent être choyés, accueillis, comme il se doit, pour permettre à ce que cette opération se déroule normalement. Merci d'être venu. Faustin Dikam, bonjour. Directeur publication de Tribune d'Afrique. De nouvelles arrestations des fonctionnaires cette fin de semaine annoncées en relation avec cette affaire d'indemnisation des populations dans les projets de construction du port en eau profonde et bien d'autres. Vous avez suivi cette affaire. Quels sont les derniers développements? Bonjour Carole. Bonjour à tous les panélistes et aux millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. C'est vrai. Vous savez bien que l'opération Épervier charrie beaucoup de choses tout autour. Et puis la presse dans son ensemble suit ce dossier de très près. C'est ainsi que nous autres à la Tribune d'Afrique, nous ne sommes pas restés dans l'arrière-cour de l'information. Nous nous sommes dit il faut aller au-devant de l'information. Et nous étions cette semaine entre le tribunal criminel spécial et la prison de Koningui. Il faut signaler à nos téléspectateurs que dans le cadre de cette opération, de nouvelles arrestations ont eu lieu jeudi dernier. Et suite à ces arrestations, M. Kué Ledoux, ex-directeur des investissements publics, a été interpellé et mis en détention préventive à la prison de Koningui, ainsi que quelques-uns de ses collaborateurs et un directeur général d'une banque de la place. Cela veut dire que l'opération se poursuit, mais on attendait aussi Madame le ministre des Affaires foncières au tribunal criminel spécial, mais après nos sources, généralement bien informées, elle ne s'y est pas présentée, elle est allée plutôt présider une réunion, je crois, qui concernait le CIRAC. Je crois qu'elle va répondre dans les jours à venir à cette nouvelle convocation du TCS. Mais cela nous permet au passage aussi de re-questionner l'opération Épervier. Vous voyez, nous l'avons déjà fait ici sur ce plateau en d'autres temps. Bien. Mais il est maintenant aussi question de revoir qu'est-ce que cela veut dire. Quelle est cette République?
où des ministres, des directeurs, des hautes personnalités défilent devant un tribunal d'exception au motif des détournements des deniers publics. Je crois que nous avons un professeur d'université ici, il pourra peut-être nous éclairer là-dessus, parce que de mémoire de journaliste, cela n'a jamais... C'est pas le sujet de mémoire de journaliste, disais-je, cela n'a jamais été le cas dans une autre république. Moi, je ne sais pas, peut-être dans l'histoire de la science politique, que des gens pourront éclairer nos lanternes, mais je dis, c'est une situation assez grave, parce que nous sommes là face à un régime dont on voit tous les jours les ministres, les DG, les directeurs de l'administration centrale traîner, balloter devant les tribunaux et jeter en prison, parfois sans façon. Je peux vous dire par exemple que Monsieur Kué, c'est ce jeudi matin lorsque j'arrive à la prison que Monsieur Kué se voit arriver son premier matelas. Et c'est Monsieur Nguyefa qui va me dire, bon monsieur, excusez-nous, je suis obligé de l'amener au quartier 12 pour qu'il se repose un peu. Vous comprenez que dans la liturgie, nous sommes un dimanche, dans la liturgie jurisprudentielle du TCS, il paraît qu'on arrête d'abord et puis on va chercher les preuves de culpabilité après. Mais il faut c'est une opération qui va se mettre en place au fur et à mesure et nous reviendrons dessus dans d'autres cadres et vous viendrez parler de ça, Faustin Dika. Merci à vous d'être venu. Docteur Louis-Marie Kadeu, merci à vous également d'être venu. Vous êtes économiste, conseiller spécial du CRAC, Croire au Cameroun. C'est un parti que nos téléspectateurs connaissent très bien désormais. Et le nouveau directeur général de l'Agence française de développement est en visite depuis hier dans notre pays. Ce mode de développement porté par les structures comme l'AFD est-il encore efficace pour notre pays? Bonjour Carole, si vous me posez la question exactement comme ça, je vous dis non. Pourquoi? Mais parce que la coopération doit être gagnant-gagnant, vous comprenez? Et donc, nous devons aller plutôt vers un mode qui nous permet d'être autonomes et puis de coopérer de façon gagnant-gagnante. Pour ce qui concerne ce mode de fonctionnement qui est un enjeu de puissance, nous pouvons avoir à redire largement dessus. Donc nous pensons que nous avons suffisamment de ressources, nous avons suffisamment de recherche, nous avons de richesses, nous avons suffisamment de possibilités pour produire nos propres moyens, pour produire nos propres, pour combler notre budget et financer notre développement. Je vous donne un exemple, un seul exemple. La terre est la seule chose qui ne ment pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un grain de maïs que vous mettez au sol, ça produit un ou plusieurs épis. Un grain de riz, vous produisez la même chose. Cela veut dire quoi en gros? Quand vous plantez 1 franc, vous récoltez 10 francs. Si nous mettons au Cameroun 1000 milliards dans l'agriculture, nous récoltons potentiellement 10 000 milliards. Avec 10 000 milliards, nous finançons notre développement, nous finançons notre pays, nous faisons tout. On est là en plein dans la vision du CRAC. Voilà, donc nous aurons le temps d'en parler, bien sûr. etc. Donc voilà un peu comment nous concevons la chose. Merci à vous d'être venu. Professeur Aboya Manassé, agrégé des sciences politiques, vous êtes analyste politique également, bien habitué de nos plateaux de télévision et vous nous venez aussi du ministère de l'Enseignement supérieur, un ministère où le ministre s'est vu adresser un mémorandum publié à la une de Mutation cette fin de semaine, selon quoi les universités de Boya et de Bamenda refusent de se faire phagocyter par le système francophone. Le syndicat national des enseignants dit donc qu'il y a une tentative de francophonisation des programmes. Pourquoi est-ce que cette harmonisation des systèmes pose problème? Merci Carole. Je suis professeur titulaire de sciences politiques. C'est beaucoup plus important que le premier titre que vous avez donné. Je m'en contente. Pour la question de l'harmonisation, je veux dire que j'ai appris vous, la chef, à travers ce mémorandum qui aurait été relayé par un quotidien de la place. J'apprenais par là qu'il y avait un mémorandum en circulation. Je sais que le mémorandum mis en branle par l'université de Boya date de 2015. Donc, je ne sais pas, j'ai eu mon ami Fontem du CINES Boya, il m'a dit qu'il n'y a pas eu un nouveau document. Donc c'est du réchauffé dans ce sens-là? Oui, je pense que c'est du réchauffé. Mais concrètement, il y a eu de la surenchère parce que, première chose, le ministère de l'Enseignement supérieur n'est qu'une tutelle. Et donc, ne se gère pas dans le fonctionnement des universités qui sont les établissements publics à caractère administratif. D'accord. Tout au plus, le ministère accompagne
la mise en place du système LMD qui a été officiellement lancé par le chef d'État en 2007 dans son discours du 10 février 2007. Et la phase de lancement, de consolidation et d'ancrage a été déjà ébranlée. Il était question donc de voir qu'est-ce qui ne marche pas dans la mise en place du système LMD. Et c'est pour cela que l'idée d'harmoniser les programmes a été conçue, non pas dans la perspective de francophoniser ou bien d'assimiler les universités, puisque le ministère tient à la spécificité de chaque université, à leur capacité à exprimer leur identité, mais l'idée d'harmonisation était tout simplement de convoquer les chefs des départements de toutes les facultés classiques. Et pour le cas d'espèce, c'était simplement les chefs des départements des facultés de droit et des sciences sociales, voilà, de droit, sciences économiques, sciences de gestion, sciences politiques et sciences humaines, les chefs des départements qui ont au préalable envoyé les programmes qui sont en vigueur dans toutes les universités, et puis de s'asseoir pour trouver un socle commun de transférabilité et de mobilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune université ne modifie son programme, mais on trouve un socle commun qui est partagé par toutes ces universités, de manière à ce que l'ancrage du système LMD puisse favoriser donc la mobilité autant des enseignants que des étudiants. Ça veut dire que concrètement... Et en même temps que le transfert des crédits éventuellement, parce que quand il y a mobilité, ça veut dire qu'un étudiant se déplace avec les notes qu'il a eu à valider dans son université d'origine. Donc on peut commencer le niveau 1 à Douala et aller achever le niveau 2 à Bamenda, et ainsi de suite. Tout à fait. Sinon, le système LMD n'a pas de sens. Donc il n'y a pas francophonisation, il n'y a pas assimilation, il y a une surenchère. Et je pense même plus grave que ça a été débattu et le ministère n'a pas encore adopté le rapport. Donc je ne sais pas d'où l'idée de l'assimilation a été convoquée. Je crois qu'il y a une idée de soupçon, de panique dans l'air, mais sans que cela soit conforme à la réalité. Il n'y a pas un programme de francophonisation ou alors d'assimilation. Les universités restent elles-mêmes dans leur programme, mais chaque université a le droit d'apporter sa part dans le socle commun qui est en train d'être bâti pour permettre justement cette mobilité et cette transférabilité sans laquelle le système LMD n'a pas de chance de s'exporter, parce que l'idée générale est effectivement d'assurer sur le plan national avant d'entrevoir des perspectives internationales. Merci messieurs, à vous d'être venus. Voici l'actualité complète de la semaine. C'est la revue de presse de Canal Presse. Bonjour. Une nouvelle affaire dite des avions chinois ébranle le sérail. Une demi-douzaine de ministres défilent devant les enquêteurs du tribunal criminel spécial. Selon la météo, le scandale des avions chinois ressemble à la nouvelle affaire Albatros. Il n'est pas exclu qu'au terme des auditions et lorsque les responsabilités seront établies, que certains hauts dignitaires soient placés sous mandat de dépôt à Kondengui. D'ailleurs, le point hebdo a été clair à propos des arrestations cette semaine. Le président de la République himself aurait instruit au ministre de la Justice la reprise des arrestations des fossoyeurs de la République. Parlons sport et les Lions indomptables, tout en jaune avec leur ticket de qualification à la phase finale de la CAN 2017. Après une victoire difficile pour reprendre Cameroun Tribune contre la Mauritanie à Nouakchott. Avant janvier 2017, le Cameroun devra accueillir la CAN féminine censée se jouer à Limbé et à Yaoundé. La capitale doit à cet effet se débarrasser des vieux taxis et leurs chauffeurs souvent crasseux, ainsi en a décidé le délégué régional des transports du centre qui s'apprêtait à lancer une campagne à cet effet. La frayeur a été de courte durée du côté des petites voitures jaunes puisque le dit délégué est aussitôt appelé à servir au Cameroun du côté de la Damawa au terme d'une série de nominations dans les services centraux et déconcentrés du ministère des Transports. De Spark s'intéresse justement aux retombées de ces compétitions sportives. Que représentent-elles par rapport aux lourds investissements mis sur pied sur la construction et la réhabilitation des stades et des infrastructures routières, hospitalières et hôtelières? L'hôtellerie justement veut se refaire un nouveau visage. À l'occasion, et la guerre des étoiles aura bel et bien lieu, en croire Écho Matin. Un hôtel cependant menacé de ne pas accueillir les acteurs de ces compétitions sportives, c'est celui en projet à Ebomé, à Kribi, menacé de noyade, dont la maquette ci-devant d'interminables procédures administratives et judiciaires. À l'origine, selon le jour, pour mutation, le prophète du département de l'océan a décrété l'arrêt des travaux
en dépit de l'épuisement des recours judiciaires et surtout d'un arrêt de la Cour suprême. La juridiction, selon la météo, devrait se prononcer sur ce que le journal qualifie de grossière tentative de détournement d'un terrain titré et destiné à la construction de ce complexe hôtelier. La Cour d'appel d'Ebolova doit corriger l'erreur. Ebolova, justement contaminé par la grippe aviaire, le virus H5N1 déclaré au marché de Fou dans la capitale régionale du Sud, alors même que le gouvernement s'active pour freiner la propagation du virus, il faut sauver la filière, dit Cameroun Tribune. Et cela passe-t-il par une compensation des agriculteurs de ce secteur qui pèse 3,3% du produit intérieur brut? Question d'émergence à 12 experts, comme tous les vendredis. 2 jours avant, c'est-à-dire mercredi, l'action mettait en grande une la vague d'installation des délégués permanents du RDPC, des hommes d'action appelés à coordonner les activités du parti dans leurs départements respectifs. Et voilà mise en œuvre. L'instruction du président national du parti au secrétaire général du comité central, selon repère, Paul Biya aurait demandé à Jean Kuete d'éteindre les foyers de mécontentement issus des renouvellements des bureaux des organes de base. On est à 3 mois du congrès du parti. Un parti qui muselle encore les parlementaires. Encore mutation. Le secrétaire général du comité central ignore les préoccupations du président de l'Assemblée nationale. Notre confrère se base sur la rencontre entre Jean Kuete et les parlementaires du parti. Rencontre ayant un seul sujet à l'ordre du jour, la grippe aviaire. Les sujets sur Cameco et les Coupes d'Afrique des Nations 2016 et 2019 évoqués en début de session, pas du tout à l'ordre du jour. La session se poursuit néanmoins au palais des Verts d'Ongwaikele et le jour pose le problème du refus du Parlement d'enquêter sur l'exécutif. Aucune volonté d'agir chez certains députés et sénateurs, souvent rattrapés par le système de gouvernement. Pied de une du journal pour découvrir ce que le Cameroun compte aujourd'hui comme écrivain de renom. Coup d'œil à Intégration Pouvoir qui sont les candidats de la CEMAC aux élections à l'Union africaine. Quel poste briguent-ils? Qui sont leurs adversaires? Et quelles sont leurs stratégies de campagne? Baromètre communautaire pour parler de la croissance à glaner dans l'économie numérique. Pour chaque tranche de 10% de pénétration de la large bande dans un pays s'ensuit 1,38% de croissance de son produit intérieur brut. Et du numérique à la une du journal La Cité qui présente nos jeunes start-upers. Parmi eux, Olivier Madiba et son jeu vidéo 100% camerounais, Kiro Games. Mais alors, Raymond Medical Artisan et son cardiopathe. Lui n'est pas start-upper, mais un génie de la banque à la carrière exemplaire. Le financier d'Afrique fait un retour sur le chemin du docteur Paul Fokam Kamogne, PCA d'African First Group, auréolé du trophée décerné par le magazine African Banker. C'était récemment à Lusaka, en Zambie. Profil haut pour Yvette Claudine Ngono, maire de Yaoundé 5e, solidaire de la communauté musulmane de cet arrondissement pendant le mois de jeûne. Elle invite la communauté musulmane à lire les sourates pour la paix au Cameroun. Et enfin, 70 bougies pour la République d'Italie. Et cette interview accordée par l'ambassadrice Samuela Isopi, une page avec Théodore Chopa pour revisiter la belle et fructueuse coopération entre le Cameroun et l'Italie. À dimanche, si plaît à Dieu. Merci Harley Desbos-Ndébé et bon retour après quelques jours où vous étiez très mal en point. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette rubrique de Canal Presse. Allons tout de suite dans ce débat de dimanche. Je vous rappelle que 2 sujets sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Comment informer et communiquer autour de la grippe aviaire dont les foyers ont été découverts au Cameroun. Et puis on parlera de ce de ce procès de l'ex-président tchadien avec Antoine Lefond, la problématique d'une justice à l'Afrique. Messieurs, dans la filière avicole et ses problèmes, en ouverture de ce menu, je commence par vous, Joseph Lolinga. Le poulet se vend toujours à Bafoussam? Il se vend effectivement. Et cette semaine, nous avons fait un article à ce propos dans le Messager pour constater que malgré l'interdiction officielle qui a été annoncée par la première autorité de la région de l'Ouest, en l'occurrence le gouverneur, qui est accompagné des préfets des 2 départements concernés, le préfet de la Méfie et le préfet du Conquet. Les uns et les autres ont développé des circuits parallèles pour écouler le... Le poulet se vend sous le manteau ou bien au vu au-dessus de tout le monde? Bon,
on va dire de manière imagée, ils se vendent sur le manteau, mais en fait, c'est des coins qui sont bien connus, qui sont connus de tous. C'est-à-dire que non loin de chez moi, tous les soirs, il y a tout un marché d'œufs qui est ouvert, les gens vendent. Lorsque je vais plus loin, c'est des poulets qui se vendent. Et ce qui est la communication, malheureusement, c'est peut-être faute de difficile la communication officielle, la communication que ceux qui vendent, ceux qui sont des éleveurs, les revendeurs font dans cette affaire, c'est que s'il est cuit à 70%, il ne contamine pas. D'accord. Lorsqu'on a On entre dans la communication tout de discuté, suite. On entre dans la communication tout de suite. Je vais permettre à Faustin Dikam de faire aussi le constat. Ici à Yaoundé, on sait que la vente a été aussi interdite dans le Foundi. C'est respecté la mesure ou pas? Oui, je crois que c'est respecté, mais ça nous permet aussi de nous interroger. Vous savez, le journaliste doit toujours douter de quelque chose. C'était ça, ce que Jean-Marie Colombani a toujours appris aux autres. Mais je vais vous dire quelque chose. Et entendons-nous bien là-dessus. L'effet, c'est qu'il y a grippe aviaire qui se déclare au centre de Vogbeti. Après, il y a une communication gouvernementale là-dessus. Alors, mais cette communication a un déficit. Le déficit, c'est qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Parce que si on était allé jusqu'au bout, on aurait sensibilisé l'ensemble de la population. Et puis, avant même que cette communication ne soit mise en route, nous nous sommes retrouvés avec un autre foyer de grippe aviaire à Bafoussam. Maintenant, la question que je me pose, quelles sont les mesures d'accompagnement? Parce que des milliards sont déjà enfumés. On entre dans les mesures d'accompagnement tout à l'heure. Le temps pour moi, docteur Kade, c'est quoi même cette grippe aviaire dont on parle? Voilà, vous faites bien de commencer par là, parce que il y a tout qui se dit sur ce sujet et il faut qu'on mette les points sur les i. Il s'agit d'un ensemble de formes de virus qui infectent les oiseaux sauvages et domestiques. Je distingue. Parce que les oiseaux sauvages se nourrissent dans les fermes et sont potentiellement porteurs de virus. Donc, c'est un virus qui, en 2004, on a observé l'arrivée de la variété H5N1, qui est potentiellement très dangereux pour l'homme. Pourquoi est-ce qu'il y a eu, en 2004, une alerte sur ce sujet de la part de l'OMS? Parce que il y avait des antécédents dans le monde dans les années 1918, 1957, 1968 qui avaient été dramatiques et dont l'OMS pensait que le virus pouvait muter en contact avec le tissu humain et être aussi potentiellement dangereux. C'est pour ça qu'il y a eu cette alerte en 2004. Sauf que 10 ans après, c'est-à-dire en 2014, l'OMS a fait un bilan. Et ce bilan fait état de ce que toutes les hypothèses qui avaient été émises en 2004 n'ont pas été vérifiées. Par exemple, il n'y a pas eu mutation du virus en contact du tissu humain. D'accord. De 2004 jusqu'à nos jours, selon le bilan de l'OMS, il y a eu dans le monde entier, quand je parle de monde entier, c'est quand même 7 milliards de personnes. Et quand on parle encore du monde entier, c'est plus de 188 pays, vous comprenez. Donc il y a eu dans le monde entier, depuis 2004, uniquement 356 cas de personnes décédées de grippe aviaire. L'OMS précise que ces personnes décédées ne sont pas des consommateurs. Je parle là sous le contrôle du président de la Ligue des consommateurs. Ils ne sont pas des consommateurs. Ils sont des personnes qui ont été confinées dans un environnement de façon prolongée avec Donc il convient de dire ça. Pour conclure, je vais juste chuter sur ça. Sur pour cet dire aspect, que je vous en prie. il y a une surenchère sur cette affaire-là. Cette surenchère-là pose au moins 3 problèmes sur le plan administratif. Un problème de disproportion, un problème de légalité, un problème d'inopportunité. On y entre tout de suite, je vous en prie. On va y aller point par point. Le temps pour moi, de l'or Majolan Kamge. Pourquoi cette mesure n'est pas comment dire, appliquée et par les consommateurs? Parce que vous avez entendu Joseph Soulinga dire tout à l'heure que les consommateurs continuent à aller acheter du poulet, par exemple à Bafoussam. Pourquoi ce n'est pas observé? Dans quelle mesure, tu dis? La mesure d'interdiction de vente ou bien... les interdictions oui. autour de...
Oui, donc je pense que lui, il vient de Bafoussam, c'est ça? Bien donc, sûr, oui. Vous ne le savez pas. Hein. C'est là-bas où les consommateurs ont cette chance-là d'avoir le poulet, donc de pouvoir l'en acquérir, parce que ce n'est pas le cas à Yaoundé et ce n'est pas le cas dans d'autres lieux, villes, où le virus est signalé. Et c'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous condamnons. Nous condamnons le fait qu'il y ait eu intoxication en lieu et place de la communication, de l'information. Vous avez intoxiqué vos consommateurs ou bien non, vous ne les avez pas sensibilisés? Ceux qui ont eu la mission d'apporter la mauvaise nouvelle au peuple, de répandre cette mauvaise nouvelle-là. Parce que de quoi s'agit-il? Du 20 au 22 mai. Donc, il est détecté le virus de la grippe aviaire au complexe avec un baissé. Maintenant, quelques jours plus tard, donc, le gouvernement monte le chrono pour annoncer la mauvaise nouvelle. Et maintenant, quand on annonce la mauvaise nouvelle, quelles sont les mesures prises? Les mesures prises concernent les agriculteurs, les éleveurs. Les consommateurs que nous sommes sont marginalisés. En plus, ils violent la loi cadre numéro 2011-012 du 6 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun. C'est-à-dire que ne pas associer les associations de consommateurs à la lutte contre cette grippe aviaire. Bien sûr, et qu'est-ce que nous ajoutions? Oui, nous, quand on va enquêter, on observe quoi? On observe qu'il y a une sorte de manipulation de l'opinion, parce que la bonne information, c'est laquelle? La bonne information est que le poulet, quand il est cuit, normalement, on en arrive. Degrés, je voudrais qu'on en arrive, s'il vous plaît. Ils n'ont pas insisté dessus. S'il vous plaît, Delors Magellan Kamgan, on en vient, je vous en prie. Le temps, je voudrais permettre aussi au professeur Aboya de dire un mot de tout ce qui a été dit en matière d'analyse. Tout le monde semble dire que les mesures ou bien tout ce qui aurait dû être mis en place pour contenir cette grippe aviaire n'a pas été fait comme cela se devait. Vous avez fait le même constat, professeur? Oui, le même constat, parce que j'ai eu la chance d'être également le week-end dernier de passage à Bafoussam. Comme à l'époque, j'avais eu la chance d'être de passage à Bafoussam quand on avait interdit Franco. Donc, comme hasard de calendrier, j'étais de passage à Bafoussam et j'ai vu effectivement que le poulet se vendait et se consommait. J'ai vu, j'ai fait un tour au marché Casablanca. Voilà, Casablanca à Bafoussam. Donc, je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que, en réalité, la communication a été mal ajustée. Il y a eu une fausse alerte qui a été très difficile à rattraper. Parce que quand on revient, après avoir annoncé qu'il y a des foyers de contamination qui existent dans le pays et qu'on dise qu'on peut toujours consommer à condition que ça soit cuit, et je crois que là, ceux qui ont communiqué n'ont pas assumé leur rôle de veiller à la sécurité des consommateurs et à la sécurité des aliments qui parviennent au plat des citoyens, dans les plats des citoyens. Donc, c'est extrêmement délicat de jouer avec le feu parce que la sécurité sanitaire est des prérogatives exclusives des pouvoirs publics. C'est à eux de prendre les devants de la scène et de marteler, après avoir circonscrit le mal, de manière à ce que les uns et les autres se sentent en sécurité. Si la communication est approximative, les citoyens ne sont plus en sécurité, ils ne savent plus à quel sens se vouer et, ma foi, ça nourrit les réseaux parallèles et les interdictions ne sont donc pas respectées en même temps que la propagation peut, à ce moment-là, être largement... J'arrive à vous le temps de dire, vous faites, la presse fait partie d'un maillon de la communication. Docteur Kad l'a dit tout à l'heure, qu'il semble avoir une disproportion entre le mal et les mesures qui ont été prises. Est-ce que vous avez constaté ça? Il semble avoir une disproportion. Peut-être que le docteur Kagle est enseignant de journalisme aussi maintenant, ou rédacteur en chef dans l'un des médias et qu'il sait mieux comment est-ce que la presse dans son ensemble aurait pu traiter. Ça, je lui accorde ça, puisque tout le monde est journaliste, tout le monde est rédacteur en chef. Cela dit, constatez quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Il a il faut mettre les points. Ce que je vais dire, je pense qu'il faut, a priori, lorsque je regarde les interventions de certains sur le plateau, j'ai l'impression qu'il y a des jeux d'intérêt. Ça, il faut a priori qu'on en sorte. Parce que des gens disent des choses et leur contraire. Est-ce que la grippe aviaire est susceptible de tuer? Oui, c'est le docteur Kagle qui l'a dit. C'est lui qui a donné des chiffres. Quand bien même ce soit 300... C'est vrai, il essaie, dans son argumentaire, il essaie de minimaliser, mais on voit bien qu'elle peut tuer.
Alors, il a évoqué autre chose qui me semble quand même... je pense qu'il a sorti ça de son chapeau. Moi, j'ai lu des documents de l'OMS, pas plus tard que ce matin. Il n'a jamais été dit que la grippe aviaire ne peut pas se transmettre de l'homme à l'homme ou de l'animal à l'homme. Je n'ai jamais dit ça sur ce plateau. Je n'ai jamais dit ça sur ce plateau. Ne transformez pas mes propos. Lorsque vous parlez, je vous écoute, vous me laissez parler. Mais ne transformez pas mes propos. Ne soyez pas impatient. Reproduisez mes Vous propos. me paraissez très passionné sur cette question. C'est pour ça que je parle de jeu d'intérêt. Faisons attention. Vous me paraissez Je vous donnerai la trop parole tout passionné. à l'heure, Dr Kagde. Alors je dis, il est avéré que la grippe aviaire peut tuer. Vous l'avez déjà dit. Continuez dans votre... Par contre, il n'est pas avéré que l'OMS a clos ce débat et l'OMS a dit, comme ça s'est passé en 2004, alors personne ne peut plus être atteint. Ça veut dire que les c'est mesures, faux. vous les comprenez? Les mesures, je les comprends. Mais je dis, lorsque je parle de passion, je dis, en tant que je n'ai pas été mandaté par le gouvernement pour le dire. Mais je dis, il faut qu'on fasse attention parce que là, on est sur une balance où il faut choisir entre deux intérêts. Celui de se faire l'argent ou celui de protéger le citoyen d'une éventuelle contamination. Et c'est pour cela que j'ai du mal avec certains arguments qui veulent faire passer par tous les moyens l'intérêt relatif à l'argent. Ça me pose un problème. Merci beaucoup. Je pense que j'ai quelques copanélistes ici qui me font un peu peur dans leur façon de... Permettez que l'on fixe le cadre du débat et qu'on dise Non, vous ne fixez pas le cadre du débat. Permettez, s'il vous plaît. Docteur Carle, ne fixez pas le cadre du débat. Il y a quelqu'un pour le faire. Laissez-moi intervenir, cher Vous dites ce que vous avez dit. Laissez-moi le cadre du débat. Mais répondez à ma question, on veut parler de la j'ai fait une semaine à Bafoussam. Voilà. Je suis revenu de Bafoussam. À quelle période? Pour vous le dire. Je suis revenu de À quelle période? Vous sortez de Bafoussam à quelle période? J'étais à Bafoussam. Ne sont pas... Ne sont pas... Ne sont pas les choses en l'air. Il était à Bafoussam à quelle période? Laissez la parole. Docteur Kagde, Où et quand? J'ai été à Bafoussam. Et quand? J'ai été à Bafoussam du 1er juin jusqu'au 6 juin. J'étais à Bafoussam. Oui. Je peux vous donner mon adresse et du partout. C'est compris. Allez-y, poursuivez dans votre argumentaire. Je connais le dossier. J'étais à toutes les réunions. S'il vous plaît, vous n'étiez poursuivez dans pas. votre Je vous ai pas vu argumentaire. dans une seule réunion. Vous Laquelle n'étiez réunion? pas à la Kaplami, vous n'étiez pas chez le gouverneur. Donc ne racontez pas les choses que vous ne connaissez pas. Ce document, je l'ai inventé. Mais tout le monde peut avoir le document. L'article que j'ai écrit, je l'ai inventé. Retirer la parole. Docteur Carle, moi, je vous ai vu chez le gouverneur. Vous ne devez pas vous laisser entrer. Non, je vous ai vu à la réunion chez le gouverneur. Je vous en prie. Vous avez essayé de dire au gouverneur de la région de l'Ouest que c'était excessif de circonscrire les foyers de tension. Et le gouverneur vous a opposé un spécialiste qui était assis sur le panel qui vous a répondu. Joseph Olinga, je vous en prie, ce n'est pas un débat sur Bafoussam. Laissez-moi, mais pourquoi est-ce qu'on n'a réagi pas? Vous gardez votre Parlons des faits. Mais parlons des faits. Parlons des faits. Pourquoi vous m'empêchez de parler des faits? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parlons des faits. Parce que vous êtes exact. Répondez à ma question. Pourquoi vous m'empêchez de parler? Vous n'avez pas parole, je vous en prie. Mais il m'empêche de parler. Sur la disproportion, je vous en prie. Mais laissez-moi expliquer la disproportion. Allez-y, parce que si vous vous laissez perturber... Laissez qu'il parle, mon cher. La disproportion consiste, la disproportion consiste à prendre une armée et des canons pour combattre un moustique. Je vous ai dit que la bière dans ce pays tue plus que la grippe aviaire. Il faut le dire de façon claire. Il se passe quoi? Il se passe que, en matière de communication gouvernementale, il n'y a pas, à ce jour, même simple respect du Code civil. Prenons la hiérarchie des normes. La loi portant Code civil au Cameroun prévoit les procédures de destruction pour cause d'utilité publique. Aucun arrêté, ni ministériel, ni régional, ni préfectoral, ne respecte le Code civil. Je peux prendre la cas de la chefferie Bayangam. À la chefferie Bayangam, le chef n'a été ni notifié, le PV n'est pas signé, rien n'est prêt. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas clairement dire de quoi il est question. Merci. Ce que je voudrais, parce que vous m'empêchez de poser le cadre. Parlons de ce que c'est que le foyer. Parce que lui, il ignore beaucoup de choses dans ce sens. Un foyer, c'est... Laissez-moi parler du foyer. Alors, laissez-moi parler du foyer. Un foyer, c'est un rayon de 3 km
à partir d'un point déclaré. Je dis un foyer. 10 km, c'est une zone de sécurité. Si vous ne connaissez pas, vous demandez. 10 km, c'est une zone de sécurité. Et la zone de sécurité, la zone de sécurité, vous l'inventez rien. On parle bien des 3 km, c'est le foyer. 10 km, c'est la zone de sécurité. Arrêtez, je vous en prie, je vous en prie. Vos arguments ont été balayés du revers de la main. Merci. Et vous venez sur ce plateau nous enfumer. Mais soyons sérieux, spécialiste. Est-ce que vous pouvez donner le don? Est-ce qu'un spécialiste devant le gouverneur de la région de l'Ouest, vous avez qui en face de vous? Donnez le nom du spécialiste. Vous avez en face de vous. Je peux vous citer les spécialistes. Je dis en face de vous. Lors de la réunion avec le gouverneur de la région de l'Ouest, avec qui discutiez-vous? Ok, merci. Donc, je viens à vous. Mais arrêtez d'enfumer les gens. Je vais permettre que vous preniez J'ai quand même la monté parole l'enfumage là-dessus. On dans parle toutes les bien démarches. des éleveurs de Bafoussam qui ont tenté de dire qu'ils contestent cette mesure du gouverneur en estimant que c'est un peu disproportionné. Est-ce que les arguments des éleveurs, comme vous les entendez, tiennent la route? La première chose que je vais dire, c'est que le compagnoniste de M. Olinga doit comprendre que nous sommes en débat. Et le débat, c'est le choc des arguments. Répondez aux questions qui vous sont posées. S'il vous plaît, répondez à ma question. Répondez aux questions qui vous sont posées. Vous êtes libre de défendre votre coéquipier. Je dis bien que... Monsieur, ça ne fait plus de doute. Même ceux qui nous regardent à la maison voient bien que c'est votre coéquipier. Allez-y. Les consommateurs... Retirez la parole si vous ne voulez pas répondre à ma question. Je vous ai bien vu que c'est votre... D'accord, je réponds. S'il vous plaît. D'accord, je réponds. Je réponds. Permettez que je fasse des précisions. D'accord, je réponds. Je vous en prie. Permettez que je fasse des précisions. D'abord, permettez que je fasse des précisions. C'est moi qui fais des précisions. Ce n'est pas à vous de demander à un panéliste de faire quoi que ce soit. Je vous pose des questions et vous répondez. On connaît tous les règles du débat. Allez-y maintenant, je vous en prie. Donc, je réponds simplement en disant que on note une overdose de mauvaises informations. Et le cas de l'Ouest n'est pas un cas qu'il faut prendre à part. Nous parlons de la grippe aviaire au Cameroun. OK? On parlait d'un phénomène qui est au Cameroun. Et moi, j'insiste. N'oubliez pas ça. S'il vous plaît, Joseph Olinga, je permets qu'il termine son argumentaire. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Moi qui représente les consommateurs ici, j'insiste sur la transmission. D'accord. La transmission du virus. La transmission du virus. Est-ce que vous ne vous sentez pas concerné par le fait que vous aussi vous avez l'information? La transmission du virus. L'OMS dit quoi? L'Organisation mondiale de la santé dit quoi? L'Organisation mondiale de la santé. Elle dit quoi, cette organisation? Il empêche le débat. Il empêche le débat. Il faut ça. On ne peut pas débattre comme ça. On ne peut pas débattre comme ça. On sent que vous avez des L'Organisation mondiale de la santé. L'organisation. Vous empêchez le débat. Le virus peut se transmettre. Le virus peut se transmettre par l'exposition directe ou indirecte à des volailles infectées ou mortes. OK? Donc, il faut bien situer les deux cas ici. Donc, le virus peut se transmettre par l'exposition directe ou indirecte à des volailles infectées ou mortes. Donc, en gros, le consommateur qui, lui, consomme son poulet n'a pas à être directement infecté. D'accord, c'est compris. C'est ceux qui manipulent le poulet, dont les éleveurs. Donc, la fête de la grippe aviaire, ça s'arrête dans les fermes et auprès de ceux qui manipulent les poulets. Merci, c'est Le noté. consommateur d'une rôtisserie n'a pas à croire qu'il va attraper le virus de la grippe aviaire. C'est faux et archi faux. Si cet argument tient la route, pourquoi est-ce qu'on a donc vu à un moment donné des saisies qui ont été faites un peu partout dans les villes? Parfois, on annonce des poulets cuits qui ont été saisis. Pourquoi donc tout cela se met en place alors qu'on sait bien qu'il y a un cadre si concis dans lequel il n'y a aucun pouvoir juridique que ça. C'est la question que nous nous sommes posées dans la presse au courant de cette semaine. Oui. Mais la tournure que prend le débat ici me conforte dans l'idée qu'il y a quelque chose de cynique dans cette affaire. Ce qu'il y a de cynique dans cette affaire, c'est ce que vous releviez justement il y a un instant. Alors, on ne peut pas comprendre que dans une communication de crise comme celle-là, on déclare qu'il y a un problème dans tel secteur d'activité et immédiatement après on se met à faire de la répression. Je ne sais pas si vous venez de le relever. Nous avons vu un sous-préfet ici qui est descendu immédiatement après saisir des poulets qui étaient déjà grillés sur des plateaux. Je crois que vous l'avez vu. Tout le monde l'a vu à Mondo Visuel. Nous nous sommes dit quand même qu'en matière de communication, il y avait quand même une certaine sensibilisation qu'il fallait faire au préalable. Parce que les gens qui avaient des poulets
déjà dans leur frigo. Ceux qui avaient des poulets déjà entassés pour la vente. Est-ce que ces poulets-là ont été attaqués par la grippe aviaire au moment où on annonçait la grippe aviaire? Je ne crois pas. Donc il y a un problème et moi je me dis qu'il y a un jeu d'intérêt là-dedans et le moment venu, nous reviendrons là-dessus. On en vient, professeur Aboya, à parler de ce que le Cameroun peut-il véritablement encadrer. D'aucuns appellent ça un incident, d'autres appellent ça une épisodie. C'est quoi concrètement, à votre sens? À mon sens, je pense que globalement, quand on voit la passion des débats, on comprend qu'il y a une alerte qui a été donnée et ceux qui ont donné l'alerte n'ont pas pris la mesure de ce qu'ils s'attaquaient à une mafia qui allait réagir. Et maintenant, ceux qui ont donné l'alerte tâtonnent s'il faut continuer ou non avec la communication. Ils se sont rendus compte qu'il y a un grand foyer à Bayangam. Il s'est rendu compte que le président des consommateurs, il est de Bayangam, donc il doit défendre... Là, n'est pas question. Là, n'est pas question. Vraiment, c'est subjectif. C'est pas subjectif. Le Cameroun est un pays unique. C'est pas un pays unique. Par exemple, pas subjectif, monsieur. Je suis de Bayangam, mais ça ne veut rien dire. C'est pas sérieux. Ça ne veut rien dire. Je défends les consommateurs camerounais. Tu ne me défends pas. Tu me défends pas. Camarade président m'empêche de parler. Attendez un instant, je vous en prie. Attendez. Je vais te permettre qu'il termine et puis on va avancer dans le débat. Soyez des grands garçons quand même. Qu'est-ce qui vous arrive ce dimanche? Allez-y de manière polie. Et pourtant, j'étais son électeur. Exactement. J'étais élu président. J'étais élu. S'il vous plaît, je vous en prie. Terminez. Je pense que ça piétine aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte qu'on a mis le doigt sur des gros intérêts et personne ne peut assumer ça et ça prend l'allure que ça prend. Les gens ont reculé face à la communication qu'ils ont eux-mêmes déclenchée. Or, je crois qu'il faut rester froid. Il faut mobiliser les moyens pour sauvegarder les intérêts des citoyens. Les citoyens sont automatiquement des consommateurs, ils ne sont pas la propriété d'un président, ils sont des citoyens camerounais, ils sont la propriété de l'État. Et l'État a le droit de veiller sur leur santé si jamais des menaces venaient à être prouvées. Donc je pense qu'on doit rester froid et accepter que ces aspects que nous décrions vont avoir des répercussions internationales parce que ce poulet-là est vendu au Gabon et le Gabon a commencé à prendre des mesures préventives. Pour interdire l'entrée de nos poulets sur son territoire. Donc nous ne devons pas tricher si jamais c'est prouvé qu'il y a des foyers de contamination, que ces foyers soient circonscrits froidement et que l'État prenne ses responsabilités au lieu de faire l'apogée d'un village ou bien des intérêts spécifiques. D'accord, entrons dans les conséquences maintenant, je vous en prie. Parlons d'abord des conséquences, puisque c'est moi qui donne l'ordre du débat, je vous en prie, Dr Kadlo. On parle d'abord sur le plan économique, on a parlé des fermes, des foyers qui ont été circonscrits. Sur le plan technique, quand on circonscrit un foyer comme celui-là, ça met combien de temps? Et est-ce qu'il y a des couloirs qui peuvent être aménagés pour que les consommateurs puissent quand même avoir accès à un produit qui, lui, n'est pas contaminé? Absolument, oui, c'est ce que prévoit le protocole. Mais pourquoi ce n'est pas fait? Protocole, et donc c'est pour ça que nous devons savoir du côté gouvernemental ce qui se trame. Ce qui se passe, et le disons-le de façon claire, quand il y a un problème, j'ai lu le mémorandum des producteurs de l'Ouest qui demande au gouvernement d'appliquer strictement les mesures, les normes internationales, les mesures prévues pour contenir, circonscrire le virus, parce que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, regardons le marché de Mvogada. 20 jours après, on n'a pas fini la désinfection. Alors que le protocole prévoit que si l'on désinfecte aujourd'hui, envoyez Isaac Ablava. Isaac a désinfecté ça en 2 heures. Et 5 jours après, on rouvre le marché. Pourquoi ce n'est pas fait? Qu'est-ce qui manque, madame? Ça ne coûte même pas 3 millions pour désinfecter le marché de Mvogada. Les journalistes, vous avez travaillé sur la question? Oui, mais il faut qu'on le dise, parce que là, vous ne me permettez pas de dire tous les endroits où il y a des manquements. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure de disproportion, je n'ai pas précisé. Quand vous allez à la chefferie Bayangam, le chef dit, si vous déclarez que, si vous savez qu'ici, il y a le virus, détruisez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On vient avec un vicomte périmé. Un seul, un flacon de vicomte périmé. J'étais là. Vous comprenez? Pour désinfecter toute... Donc l'État n'a pas les moyens de sa politique? Les éleveurs de l'Ouest, lundi le 6 juin, ils ont dit,
S'il y a, c'est un problème de moyens, compte tenu des enjeux. Parce qu'on peut, et pourquoi est-ce qu'on mâche les mots sur les enjeux? La filière avicole au Cameroun représente 4,5% du PIB. Aucun pays au monde ne peut détruire son économie. Qu'est-ce que vous racontez? Et si on prend l'ensemble des filières qui ont pour déboucher la filière avicole, vous arrivez autour de 7% du PIB. Mais aucune économie du monde, parce qu'au Cameroun, on fait comme si nous étions les seuls du monde à être concernés par cette maladie. C'est compris. Permettez-moi de dire qu'au Nigeria, il y a 17 foyers. Permettez-moi de dire qu'il y en a eu en Côte d'Ivoire et personne n'a entendu parler. Permettez-moi de dire qu'il y en a au Burkina. Allons simplement dans un seul département en France. Un seul département. La Dordogne, il n'y a rien. Allons dans un seul département en France. En Dordogne, il y a 15 foyers. Et la France n'a pas détruit son économie. Aucun pays du monde n'a détruit son économie. Mais il y a des choses qui se passent ici et que nous devons comprendre. 5 jours, madame. 5 jours permettent de désinfecter le marché. À votre avis, tramer la destruction de son économie alors que nous en avons besoin, nous sommes en train de mobiliser tout le fonds pour la relance. Je ne suis pas ici pour défendre qui que ce soit. C'est bien compris, on vous a déjà compris. Je veux préciser que justement cette question-là, oui. Peut-être que je suis même mal placé pour répondre à cette question. Mais vous êtes le aussi docteur journaliste, donc vous voyez sur le terrain. devrait nous dire si un pays comme le Cameroun, qui compte sur un secteur comme celui-là, a intérêt à bousculer ce secteur à ce point. Je vais répondre. Où est-ce qu'on ira chercher l'argent? Vous investiguez, Je pense que le problème, c'est que, comme je l'ai dit dès le départ, nous avons à gérer un choix de santé publique, un choix de rentabilité à tout prix. Mais moi, pour ma part, en tant que citoyen, je pense qu'il est important, ça je parle sous le contrôle du docteur Kagle, qui a eu un échange avec l'un de ses homologues, c'était un échange public de toutes les façons, devant le gouverneur de la région de l'Ouest, où son homologue, docteur comme lui a expliqué qu'en vérité, lorsqu'on parle de restrictions, il s'agit bien de certaines zones qui sont mises en quarantaine pour un temps. Mais si après 10 jours, on constate que l'épidémie n'a pas évolué, on lève l'arrêté. Mais il est étonnant que lorsque partout vous allez, et curieusement, je reviens trouver ça sur ces plateaux, on présente cette question en termes de conspiration. Je ne sais, ça dit que, et cette conspiration-là, je ne sais pas contre qui on conspire, contre les Camerounais qui aiment tant le poulet, ou je ne comprends pas de quoi il s'agit. On va parler. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a conspiration? Je ne comprends pas. La conspiration, elle est claire. Car votre question tout à l'heure était une très pertinente question. Pourquoi depuis le 20 mai, nous sommes aujourd'hui le 12, ok? Donc plus de 2 semaines après. La question n'a pas été évoquée. Ça veut dire que la menace plane toujours, non? Non. La menace plane où? Qu'on nous apporte les faits démontrant que la menace plane. Vous qui avez enquêté. La vie camerounaise des conspirateurs a demandé qu'on puisse mettre qu'on puisse ouvrir un marché témoin. Un marché témoin dans les villes concernées où seront vendues les volailles qui sont saines. Et curieusement, vous voyez, il y a une sorte d'omerta. On embrouille les gens et on ne veut pas donner suite à cela. Pourquoi? Parce qu'on veut asphyxier toute une filière. Monsieur Kamgen, vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Oui. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Voilà un président de consommateur qui n'est jamais allé nulle part. Il vient sur un plateau raconter des histoires. Vous parlez de quoi, monsieur Kamgen? Nous sommes Vous parlez de quelle consommation? Depuis 14 ans. À veiller sur la santé des Camerounais. On ne peut pas consommer Camerounais. Monsieur Kamgen, vous n'avez aucune autorité pour en parler. S'il vous plaît. Aucune autorité. J'ai un mandat, monsieur. J'ai un mandat. Vous n'avez aucun mandat. S'il vous plaît, je vous en prie. Vous n'avez aucun mandat. Vous êtes tous les invités. Aucun mandat. Vous êtes tous les invités. Vous n'étiez ni à Bayangam, ni à Bafoussam, ni à Balenga. Vous n'étiez nulle part. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Donc le marché, de quoi parlez-vous? Je sors en disant que. Alors, donnez-nous les chiffres. La sécurité sanitaire des consommateurs est au cœur de notre projet de suivi. Merci. Le marché nous, on va de cela qu'on parle. Monsieur Kamgen, je vous pose une question. Avez-vous été à un seul foyer? Oui, le marché témoin. Le marché vous étiez à quel foyer? Été construit. Vous, le président des consommateurs. Calmez-vous. Vous étiez où? À Yaoundé, Joseph Olinga. suivez. Suivez. À Yaoundé, Oui. le marché témoin a été construit.
au 8e. Au 8e, là, oui. Pas les éleveurs. Ils ont cotisé 7 millions. Mais non, au vert, hein. Pas les éleveurs. Ils ont construit à leurs frais. Non, Parce qu'on n'ouvre pas le marché de Mbogada, qui aurait dû être ouvert depuis peut-être le 27. C'est à quoi que nous on en veut aux éleveurs ici? Et le 27 mai, le marché est fini. C'est à quoi qu'on en veut? Ils ont organisé une cérémonie pour accueillir le ministre. Ils ont recruté, si vous voulez savoir, à l'Ouest, ils ont recruté 10 médecins vétérinaires pour essayer de... Monsieur Carlo, votre démarche ne trompe pas. Depuis Bafoussam, les jeux sont clairs, Vous ne faites rien pour communiquer justement vous-même. Monsieur Linga. Alors, Vous prévalez être un spécialiste, vous ne communiquez pas. Le marché n'est pas ouvert. Vous n'êtes pas ces éleveurs. Parlons de la communication, je vous en prie. Je vous retire la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Faustin Djikam, parlons justement de la communication autour des autres acteurs de cette filière, parce qu'on parle bien là d'une politique publique, c'est une politique de santé. On a parlé de la responsabilité du gouvernement, mais il y a d'autres acteurs, il y a les éleveurs, ou même il y a des gens comme des consommateurs, les consommateurs qui interviennent. Qui consomment les poulets cuits à 100 degrés. Contrairement à ce qu'ils attendent du gouvernement. Mais quand vous dites consommateur, c'est lui que vous pointez, hein? Je m'en appelle. On en voit Monsieur. Vous vous souvenez que... Et vous êtes préoccupé de ces consommateurs? Calmez-vous, je vous en prie. Voyez bien C'est que Faustin Djikam qui a la parole. le spectacle que nous renvoyons à ceux qui nous regardent n'est pas celui des professionnels, monsieur Olinga. Il faut que nous laissons un peu tomber l'émotion. Merci beaucoup. C'est vous, monsieur Olinga. Si, je vais le faire. Merci. Alors, ce que j'ai failli dire tout à l'heure, c'est que oui, il y en a dans la filière qui communiquent en dehors du gouvernement. Nous avons vu M. Ndjonga sur plusieurs plateaux de télévision accorder des interviews un peu partout. C'est le président du CRAC, il faut le dire. Donc, oui, il faut préciser qu'il est le président du CRAC. Voilà. Donc le CRAC est sur le terrain, le CRAC est au four et au moulin. laissez-nous au moins placer un mot, docteur. On parle d'une filière Donc, il a communiqué là-dessus, mais il s'est beaucoup appesanti sur les dommages en termes numéraires. C'est-à-dire que ce que la filière perdait, ce que l'Ouest perdait, ce que ceux qui sont dans le secteur en général perdaient, et ce que le Cameroun perdait sur le plan économique. 18 milliards de dettes. 18 milliards de dettes. S'il vous plaît. Est-ce qu'à ce moment-là, on comptabilise les pertes et qui les comptabilise? Oui. Les éleveurs de l'Ouest se sont regroupés en comité de crise. L'Ouest, c'est 80% de la production nationale, 60% de la production sous-régionale. D'accord. Ils se sont réunis et ils ont mis sur pied un certain nombre de brigades, dont la brigade d'évaluation des pertes. À l'Ouest, juste pour vous donner une idée, on fait 300 000 poussins, on étouffe 300 000 poussins tous les jours. Je suis venu avec les images, si vous voulez voir. 300 000 poussins sont étouffés tous les jours. 4 millions d'œufs tous les jours. 4 millions d'œufs. Cela représente 1,1 milliard de pertes par jour. Comptez ça depuis 20 jours. Il ne faut pas que les gens nous disent dans ce pays qu'on ait honte de défendre la production nationale. Non. Ne faites pas honte de dire que je défends la production nationale et que je dois avoir honte. Je défends la production nationale. Merci, c'est compris. Mais je défends. Il n'y a aucune manipulation, monsieur Linga. Personne ne calmez-vous. Mais ne dites pas n'importe quoi. C'est bien compris. Je n'ai pas honte de défendre la production nationale. Voilà, donc je défends la production nationale. Est-ce qu'on peut organiser c'est normal, c'est légitime. On voit bien où vous allez. Est-ce que c'est possible? Je défends la production nationale. Oui, c'est possible. On défend pas la production nationale. Je pense que... Je pense que c'est possible de procéder à l'indemnisation si les prescriptions gouvernementales sont respectées. C'est-à-dire si les mesures d'interdiction sont régulièrement mobilisées, le gouvernement naturellement devrait prendre acte et participer à cette évaluation qui a été mobilisée par le porte-parole du CRAC, parce qu'il préfère cette... Non, je ne suis pas porte-parole, il y a le CRAC, moi je suis conseiller. Conseiller porte-parole du CRAC. Il y a un porte-parole. Donc il faut dire... Est-ce que ça s'est vu déjà dans les filières? Parce qu'en 2006, on parlait d'une perte de 2 milliards environ. Est-ce qu'on peut parler d'une jurisprudence dans le compte pour que les éleveurs qui sont en train de voir leur ferme détruite puissent se dire après coup que nous pourrons être indemnisés?
Bon, difficile de parler de jurisprudence, mais je sais que les mesures de compensation prennent souvent la tournure de subvention. C'est-à-dire que l'État peut subventionner la filière avicole à travers des aides qui peuvent permettre d'amortir les pertes et de relancer comptabilisées. Et c'est le souhait de tout le monde. Et puis, Sauf que aujourd'hui, c'est difficile d'en arriver à là, puisque il y a l'interdiction, mais il y a toujours la vente qui est opérée. Il y a autre chose. D'accord. Est-ce qu'il y a pas une rupture de confiance, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas une rupture de confiance entre les autorités et les fermiers, tels que, ne sachant pas qu'ils seront indemnisés après, ils se disent autant mieux écouler notre marchandise comme on le peut, parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. La question, moi je posais la question autrement. Pourquoi il y a panique? Il y a panique parce que, effectivement, lorsque vous recensez les éleveurs, il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent dans l'informel et qui auraient du mal aujourd'hui à revendiquer quoi que ce soit, parce que lorsqu'on vient revendiquer, on a des États. Or, lorsque vous prenez une proportion de 10 éleveurs, vous constatez qu'il y a 5 qui sont en règle avec les mesures sanitaires, qui sont en règle avec les mesures fiscales, qui sont en règle même avec le dispositif requis pour faire cet élevage. C'est en cela que je dis, il n'est pas de la démarche de qui que ce soit d'applaudir les deux mains et dire oui, effectivement, c'est bien qu'on en arrive là. Mais je dis, il faut que l'État, je le dis à la suite du professeur Aboya, il faut que l'État prenne des mesures. Mais j'ai l'impression, en tant que j'analyse au niveau de l'information, j'ai l'impression, en discutant avec les gens, que le problème qui se pose, c'est que des gens ne peuvent pas présenter des éléments qui permettent qu'ils soient indemnisés. C'est compris. Et c'est là que vient la panique. C'est compris. Et il y a aussi une question de psychose, vous le disiez tout à l'heure, oui, bien sûr, il ne faudrait pas que les comment endiguer la psychose? Voilà. Le gouvernement doit recentrer sa communication sur ce sujet pour que les éleveurs, les fermiers et les consommateurs, bien sûr, et les consommateurs puissent comprendre que la grippe aviaire, c'est une maladie qui peut rentrer dans un foyer commun, mais que le Cameroun est capable de bien maîtriser et que la production se poursuive. Parce que je voulais souligner pour chuter que aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai jamais appris qu'un citoyen camerounais est mort de grippe aviaire. Aussi longtemps que je m'en souvienne, nous sommes tous nés quelque part dans ce pays où, lorsque le poulet avait quelques problèmes de frilosité ou bien avec la tête qui tremblait, on le cuisait à point, tout le monde mangeait et ça ne faisait de mal à personne. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous ne devons pas continuer à être vigilants là-dessus. Parce que si nous procédons par la répression, comme c'est le cas en ce moment, où on détruit tout ce qui est poulet et tout ce qu'il y a tout autour, c'est notre économie nationale qui va aussi avoir des problèmes. Donc je crois que le gouvernement doit prendre des mesures fortes. Alors, Delors Mangelant, je viens à vous avec ce constat. La filière avait pourtant déjà trouvé son point d'équilibre, on va le dire comme ça, avec une production maîtrisée, une consommation sur place, au point où on cherchait déjà des débouchés dans la sous-région. Et maintenant, avec cette grippe aviaire, on parle déjà du retour du poulet congelé. Vous avez entendu parler de ça? Bien sûr, donc je précise que c'est une filière qui satisfaisait le consommateur. 75 000 tonnes. Voilà, donc 75 000 tonnes. S'il vous plaît, monsieur, donc, on va terminer. Les consommateurs préféraient ce poulet-là, ce poulet local, ce poulet vérosinisé, donc qui leur permettait d'être en santé. Parce que le poulet importé est un poulet qui présente des dangers pour le consommateur. Donc c'est pourquoi la Ligue camerounaise des consommateurs s'est toujours battue pour que les productions locales soit celle qui arrive sur la table du consommateur en premier lieu. Car c'est bio, ça garantit. Et c'est moins cher. Donc maintenant, je donne la bonne information au consommateur sur le mode de transmission. N'ayez pas peur de l'intoxication. Donc la transmission, voici ce que dit l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas moi qui dis. Je n'ai pas d'effet. L'OMS est clair. Le virus peut se transmettre par l'exposition directe ou indirecte à des volailles infectées ou mortes. Donc, vous pouvez continuer à consommer votre poulet bien cuit. En le cuisant comment? Je viens à vous avec cette question de poulet et puis d'établissement des responsabilités des uns et des autres dans la filière. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite? Parfait. Parlons d'abord à qui la faute et à qui profite le crime. Disons-le clairement. À qui la faute? Il y a eu un incident au complexe
avicole de Vorbetti. Avant la découverte de l'incident, il y avait, en tant que fournisseur, Vorbetti avait livré quelques marchés et quelques clients. Et donc, on était sur cette piste-là. Mais d'où c'est venu au complexe avicole de Vorbetti, le virus ne pousse pas comme un champignon. Il faut dire ça. C'est venu de quelque part. On y va bien. En 1 minute, je vous en prie. Mais ça, c'est l'information que je n'avais pas. Monsieur Linga, s'il vous plaît, monsieur. Et on soupçonne. C'est une très bonne fois que je vous le dis. Je ne savais pas qu'on était venu jeter un virus dans le... On soupçonne que le virus est arrivé au Cameroun suite à une importation frauduleuse. Il faut le dire. Et donc, on connaît même, nous, au crack, on est sur la piste. On connaît même de quel pays c'est parti. Mais vous êtes complice au crack. Et nous allons tout mettre. Vous savez qu'on a empoisonné les poulets. Et vous êtes pas. Ça, c'est pour ce qui concerne les responsabilités. D'accord, à qui profite le crime? Parce que les choses sont trop floues. Nous sommes dans le flou total. Et ce flou total profite à qui? À 3 acteurs. À 3. Citez les noms, on va terminer. Le lobby des importateurs. Oui. Cela leur profite. Comme ça, nous comprenons que le lobby des importateurs a déversé de l'argent dans l'administration et dans la fonctionnaires véreux dangereux. Le lobby des fonctionnaires véreux. Il y a eu dans ce pays, il y a quelques mois, un fonds d'une dizaine de milliards logé au premier ministère. Ce fonds-là était prévu pour la prévention de la fièvre Ebola. Ebola n'est pas arrivé. Le fonds est là. Il y a des gens qui ont déjà fait plusieurs réunions pour débloquer le fonds. Seule l'infection de Vorbetti n'a pas suffi pour débloquer le fonds. Ils ont créé la il faut dire que nos fonctionnaires sont capables de ça. En 3e position, monsieur Kagle. Je vais vous interrompre, je vous en prie. En 3e position, on est en train de terminer. On va pas passer la journée à vous. 3e lobby. Le lobby des APE. Quel coaching? Nous sommes aujourd'hui, la crise aura lieu. Il ne faut pas qu'on dise quoi que ce soit. Il y aura crise alimentaire au Cameroun d'ici août. Hasard du calendrier, c'est en août que on nous a dit que le Cameroun était prêt pour le démantèlement de machins et trucs. Donc l'APE arrive en août. Merci beaucoup. Donc on a un lobby qui est en train de marcher et qui est en train de détruire la consommant notre poulet. Je ne sais pas si les coéquipiers peuvent... Consommant notre poulet bien cuit. Ce que je dis, c'est que c'est extrêmement grave. Extrêmement grave ce que le docteur Kagle vient de dire. En fait, ce que je comprends, je parle sous son contrôle. Depuis que l'on parle de grippe aviaire au Cameroun, le crack sait pertinemment qui a amené la grippe aviaire et comment ça a été reparti à travers le pays. Deux choses. Non, laissez-moi finir. Docteur Kagle, laissez-moi finir. La deuxième chose, c'est quoi? Je pense que dans leur argumentaire, il y a une fixation sur le cas Vorbetti. Honnêtement, est-ce qu'ils peuvent vous dire comment les cas de Bayangam ont été découverts? Nous avons Est-ce qu'ils peuvent vous dire par qui ces cas ont été C'est reçu, merci à vous. Il faut le dire clairement. Qui a déclenché ces cas? Vous n'avez pas la parole. Qui a dénoncé ces cas? S'il vous plaît, monsieur. Qui a dénoncé les cas de Messieurs, Bayangam? je vous en prie, vous devenez désagréable. On n'a pas parlé de ça. S'il vous plaît, messieurs. Je pense que même lorsqu'on fait... Respectez les consommateurs. Non, monsieur Kamgen. Je pense que même lorsqu'on a une mission commandée comme tel semble être le cas, avec vous, il faut être un peu logique, un peu objectif. Je défends la production nationale, on a dit les choses sont contraires. Vous voulez que j'ai honte de défendre la production nationale? Non, vous savez où est venue la grippe aviaire. La reine reçoit le président du CRAC, Bernard Djonga, qui va donc prolonger la clinique sur la gestion de cette maladie. Avec Rodi Tanguay, 2 journalistes de la presse vont donc passer l'invité au gris. Ne manquez pas ce rendez-vous après le journal de Canal 2 International ce soir. Je vous suggère à présent de prendre le reportage de la semaine. Ce sont des personnes, des populations que vous allez voir dans ce reportage vivent de l'or, ont de l'or, mais ne vivent plutôt dans l'extrême pauvreté. Ce sont les populations de Bâle dans l'arrondissement de Bétaroya, région de l'Est, qui ont fait de l'exploitation minière leur principale activité, des femmes, des hommes et même des enfants en déperdition scolaire qui chaque jour travaillent exposés à tout type de danger dans les mines, dont les éboulements. Le retour de Arnaud Guéfac et André-Marie Dia s'est fait par ces images que signe le reportage de la semaine. À peine les premières lueurs du jour, Sarah, son petit matériel avec est en route.
Destination, site d'exploitation minière de Mbal dans l'arrondissement de Bétaré-Oya, région de l'Est. Là se cache le trésor. Dans l'eau, au marécage et sur les montagnes. Sarah, parmi les exploitants locaux, est en action. À 9 ans, son bonheur, c'est ici. L'école au diable. La pratique de l'extraction d'or est éphémère. On ne devrait pas mettre l'école de côté. Ce discours ne passe pas ici. Le travail des enfants est devenu une règle dans cette jungle. Des hectares de terrain sous lesquels se cache de l'or, des centaines d'enfants qui creusent, fouillent chaque jour à la recherche du métal précieux. Ils ont espoir qu'à leurs efforts physiques s'ajoutera la chance pour une bonne récolte. L'or, c'est quelque chose de la chance. On ne peut pas dire que celui-ci a au moins 20. Moi aussi, je vais trouver 20, non. Celui-ci peut trouver 20 bichettes alors que moi, je n'ai que 2 bichettes. On dit de leur activité exploitation illégale et artisanale. Pourtant, en son temps, le législateur camerounais avait mis en place dans la loi du 16 avril 2001 portant code minier 116 articles pour réguler cette activité. Mais sur le terrain, le respect de l'environnement, la sécurité et l'hygiène sont foulés aux pieds. Pas de mesures visibles pour le maintien de la bonne santé des populations. Ces clichés que vous soulevez sont réels. Même si je crois qu'il y a évidemment un peu d'exagération parce que c'est justement dans ce cadre-là que le CAPAM a été mis en service, a été créé par l'État justement pour lutter contre ce phénomène-là. Que fait donc le CAPAM face à tous ces manquements? Visiblement rien. Tout est encore en projet. Nous sommes dans un processus où nous sommes en train de sensibiliser les artisans dans le cadre de la sécurité dans les sites miniers. On s'est effectivement rendu compte qu'on assiste à pas mal d'accidents. Donc nous sommes en train d'aller la semaine prochaine, par exemple, à Batouri pour un site pilote de sensibilisation. Nous le faisons en partenariat avec la direction des risques naturels au MINAT. Avant ces exploitants locaux, les Chinois sont passés, mais c'est un triste souvenir à leur mémoire. Ils sont venus nous tromper, prendre les parcelles par force. Regardez même les trous qu'ils disaient qu'ils devaient refermer. Ils n'ont pas refermé. Ils sont venus arracher le terrain, ils ont déjà les papiers, ils ont déjà tout ceci pour prendre notre terrain pour exploiter et nous laisser comme ça. Voilà maintenant que nous, on souffre avec nos enfants maintenant. La loi prévoit pourtant une publicité sur le bail. Toutes choses, comme le droit de compensation pour les riverains, demeurent éloignés pour les concernés. L'exploitation de l'or, c'est l'activité principale de la contrée. L'agriculture tend vers zéro, autant que l'école. Ici, tout tourne autour de l'or. Acteurs déterminants de l'ombre, les collecteurs. Et on parle de collecteurs parce qu'ils ont un peu de moyens. Ils sont dans leur boutique. Dès que les exploitants miniers sortent du chantier, c'est directement chez ces collecteurs. Si quelqu'un a 2 bichettes, a 3 bichettes, a 5 bichettes, l'équivalent, je ne sais pas, de 5 000, 8 000, 10 000. Un véritable marché noir où ces collecteurs sont seuls décideurs des prix. On va faire comment? Si les musulmans disent qu'ils ne payent pas, on va vendre l'or à qui? On ne va pas vendre l'or à personne. C'est les musulmans qui viennent, c'est eux qui imposent leur prix. Il faut vendre pour survivre. Si je viens travailler, je n'ai pas trouvé même 10 bichettes là, je vends. J'achète même quelque chose à mon enfant, j'ai gardé. Quand mon enfant va tomber malade, je prends lui, je pars là-bas à l'hôpital, je pars lui soigner. L'argent de l'or ne leur sert pas plus que ça. En témoignent les habitations de la localité. La pauvreté, leur malheur commun. Véritable contraste pour un village où même les bébés fouillent et récoltent de l'or. Hissène Habré, condamné à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et autres viols. L'ex-président tchadien qui a quitté le pouvoir il y a 26 ans a été donc jugé par un tribunal spécial africain à Dakar. C'est au Sénégal. Et je commence avec vous, le professeur Aboya. C'est quoi la particularité de ce tribunal? La particularité de ce tribunal consiste en ce que c'est la première fois qu'une cour nationale, un tribunal national, juge des étrangers pour ce type de crimes. Notamment, ce tribunal a mis en branle ce qu'on appelle la conception universelle qui indique que les tribunaux nationaux
peuvent juger des étrangers pour des crimes spécifiques comme des crimes contre l'humanité, torture, de tous les crimes qui sont réprimés par le droit international humanitaire. Donc, c'est la première fois qu'un tribunal comme celui-là est mis en place en Afrique, dans un pays comme le Sénégal, et a pu juger quelqu'un qui était accusé pour des crimes aussi graves. Donc, c'est une première, et on espère que les Africains vont se réapproprier l'idée de manière à perpétrer leur attachement à la justice et non une solidarité à l'endroit des criminels. Et justement, Faustin Dikam, le fait que ce soit ce tribunal qui se soit saisi de l'affaire Adbré et non pas la Cour pénale internationale, par exemple, est-ce que cela avance dans ce qu'on a appelé la justice à l'africaine? Bien sûr, pourquoi pas, ça avance. Sauf que nous sommes, pour la plupart ici en Afrique, dans des républiques bananières où la justice est contrôlée par l'exécutif. Il faudrait que nous ayons une justice où les magistrats sont indépendants, où leur indépendance est garantie, où la justice est équitable. Vous voyez, parce que lorsque vous prenez par exemple le cas que nous évoquons en ce moment, le dossier Hissène Habré, bien, on l'a condamné dans une justice nationale au Sénégal, c'est bien beau, on l'a condamné à perpétuité, je crois que c'est ça, mais tout le monde a oublié que l'un des bras séculiers de tout ce qu'on lui reproche en ce moment devant les tribunaux sénégalais était bel et bien M. Déby. Vous voyez bien, pour ceux qui connaissent bien l'histoire récente du Tchad, on verra bien que Déby était même l'un des planificateurs de tout ce qui est reproché devant les tribunaux sénégalais à M. Habré. Donc je voudrais dire que si nous luttons chaque jour ici en Afrique pour que nos responsables, nos présidents, nos chefs d'État soient jugés ici, au lieu d'aller à la CPI, puisque vous savez bien que c'est plus une impression, la CPI a été créée pour les Africains. Si vous faites le décompte, vous allez bien remarquer que la plupart des chefs d'État qui ont été jugés jusqu'ici à la CPI sont africains. Mais si maintenant il faut les juger ici, eh bien, faisons tout pour avoir une justice équitable où l'indépendance des magistrats est garantie. Est-ce que ce verdict remet au goût du jour la question du retrait des pays africains de la CPI? Ça, c'est un débat qui avance, et le débat avance tant bien que mal. Et la CPI, tous les jours, donne les arguments pour qu'on avance vers le retrait des Africains de la CPI. Maintenant, nous militons plutôt pour les réformes substantielles qui permettront de chez nous d'avoir une vraie justice, une justice juste. Parce que dans ce qui se passe, et comme l'indiquait mon frère Dikam, dans ce qui se passe, on voit toujours la justice à tête chercheuse, parce que tous les acteurs, tous les complices ne sont pas jugés. Donc on va, et c'est en ça que je vais faire une lecture politique de la chose, c'est-à-dire que quand vous perdez le rapport de force, on vous frappe. Et quand il avait encore le rapport de force dominant, personne, il était intouchable. Et surtout qu'il n'a pas été seul. Il était soutenu, on l'accuse pour avoir tué 40 000 personnes. Il y avait des logisticiens, il y avait tout ce genre de choses-là. Personne ne touche ces gens-là, et on va rendre une justice comme ça, qui est une justice des vainqueurs, parce qu'il faut encore je reviens à vous tout à l'heure. Le temps pour moi, avec vous, Joseph Olinga, on parle bien d'une Cour pénale internationale africaine. Est-ce qu'elle pourra juger, par exemple, les chefs d'État africains en exercice? Oui, je vais peut-être commencer sur le docteur Carl Pouzy pour ajouter à ce qu'il dit, qu'effectivement, on se retrouve dans une situation où on a une CPI qui est jugée être contre les Africains, faite pour les Africains. De l'autre côté, on se rend bien compte aussi que le tribunal pour lequel manœuvre le syndicat des chefs d'État africains, comme on le dit, est fait en fait pour consolider leur solidarité. Dans ce cas, on a bien le sentiment que nous n'en sommes pas encore là. C'est-à-dire qu'on se baisse d'illusions en disant qu'on avance. En fait, le débat n'avance pas. Tant que, peut-être le docteur, le professeur Boya peut mieux formuler ça, tant que nous ne sommes pas dans des cadres, des espaces où c'est la démocratie qui prime, où c'est l'intérêt
l'intérêt communautaire qui prime, nous n'aurons pas le tribunal que nous voulons de toutes les façons. Delors Majolan Kamga, est-ce que l'existence de la CPI n'est pas plutôt dissuasive pour nos chefs d'État qui se disent qu'il faut bien se tenir étant au pouvoir, c'est une épée de Damoclès, au moment où je serai parti, la CPI pourra me pourchasser? La CPI n'est plus légitime car sa crédibilité a été entamée parce que ce ne sont que les dirigeants africains qui y vont avec plus ou moins de bonheur. Nous connaissons tous le cas de Laurent Gbagbo, qui est un cas très connu, très populaire. C'est-à-dire que beaucoup d'Africains n'ont pas souhaité qu'il soit jugé là-bas. Et ici, contrairement à ce que plusieurs personnes ici ont dit, ce n'est pas la justice sénégalaise qui a jugé Sénabré. Donc, la justice sénégalaise a ajouté servi de relais dans le cadre de ce qu'on appelle la chambre africaine extraordinaire, donc qui est un instrument de l'Union africaine. Donc ici, il faut applaudir l'Union africaine. Donc l'Union africaine ici a choisi de mettre en place comme ça un instrument juridique, c'est-à-dire une passerelle juridique pour juger les dictateurs africains. Car ici, donc... Allez-y, terminez. Vous avez terminé? Non, parce que M. Linga, lui, franchement, il n'a pas dit un mot et il vous a perturbé. Oui, c'est il a perturbé M. Linga. Oui, parce que quand c'était sur le dossier de Tila Glavier, il ne voulait pas que je dise un mot. Okay, donc... Merci. Joseph Olinga, je vous donne la parole sur cette question-là. On parle bien d'une cour pénale qui pourra donc juger les chefs d'État africains. C'est un instrument de l'Union africaine, comme il le dit tout à l'heure, mais on sait bien que l'Union africaine manque de souffle dans un certain nombre de dispositions sur le plan africain. Est-ce que ça peut prospérer? Oui, manque de souffle, effectivement, et peut-être que c'est ce que le originel dit que cette chambre africaine extraordinaire qui a été mise sur pied à Dakar, elle fait avec des moyens des autres. Donc, les moyens extérieurs, étrangers, européens. Donc, on ne peut pas, contrairement à ce que les uns et les autres disent, on ne peut pas applaudir à tout rompre parce que cette chambre s'est construite, parce qu'on voit bien que c'est pour un but bien précis que cette chambre a été mise sur pied. Et ça revient, c'est-à-dire que ça me fait faire le parallèle avec la notion d'Union africaine, que nous avons dit, on a une Union africaine. Mais tant que toutes ces affaires seront commanditées, seront financées par les autres, en vérité, on n'a aucun orgueil à s'en prévaloir, parce qu'on voit bien que c'est les trucs qui sont mis sur pied. Et je continue de dire que ça, peut-être pour chuter sur la question que vous me posez, que justement, aujourd'hui, c'est Sénabré qui tombe, c'est lui qui est sous la guillotine en ce moment. Les autres jouent à ce jeu en ce moment, parce qu'ils sont de l'autre côté, mais tout laisse croire que dès que tu as perdu les rênes du pouvoir, tu es susceptible de passer aussi dans une organisation criminelle comme celle-là. Et puis est-ce que dans ce contexte, la justice africaine peut prospérer? Mais elles viennent de prospérer là, elles viennent de montrer l'exemple là. Et puis il ne faut pas faire la fine bouche. Ce n'est pas une cour de l'Union africaine. C'est un tribunal africain qui fait partie de la chambre régionale de Dakar. Ce n'est pas un dispositif de l'Union africaine. Oui, qui a été mis en place avec l'accord de l'Union africaine, qui nomme certains magistrats à côté des magistrats sénégalais. Et comme l'affaire a été... les avocats de Sénabré ont fait appel, la chambre extraordinaire d'assises qui va être mise en place va être présidée par un Burkinabé, naturellement, avec des magistrats sénégalais. Donc, je ne pense pas qu'il faille banaliser cette avancée, qu'il s'agit tout simplement d'encadrer, parce que les Africains ont refusé d'extrader Hissène Habré en Belgique comme on le souhaitait à l'époque. Et aujourd'hui, c'est bien que ça se passe au Sénégal, parce que le Sénégal est un exemple. C'était difficile que ça puisse se passer dans un autre pays africain, comme les pays où les dictateurs continuent de sévir. Donc, il faut saluer la capacité d'accueil du Sénégal et sa capacité à se mobiliser pour offrir une telle opportunité à l'Afrique, parce qu'il faut commencer par là, quitte à ce que ça puisse être ajusté progressivement et de manière à aboutir dans une cour qui pourra être libre d'exercer dans la confiance de... Merci. Delors Majolan Kamga. Oui, donc je précise que cette chambre africaine-là a été mise en place le 2 juillet 2006 à Banjul.
donc lors d'une session de l'Union africaine. Et je ne vois pas pourquoi ici on marginalise le rôle de l'Union africaine. Car il faut insister là-dessus. Ce sont les chefs d'État africains qui ont voulu que ça se passe comme ça. Pour une fois qu'ils font quelque chose de bien, je pense qu'il faut le saluer. Donc il ne faut pas seulement s'attarder sur le cas du Sénégal. Et le Sénégal a servi juste de passerelle pour permettre à ce que le droit soit dit et le droit était dit. Donc c'est quelque chose aussi à saluer. Oui, moi je ne suis pas très surpris par ce qui se passe au Sénégal parce que ce qui s'est passé au Sénégal, pour moi, n'est pas très différent de ce qui se passe à la CPI. Puisque la logique est la même. La logique est la même, à savoir que quand on suit les discours identitaires des combats hégémoniques qui dominent le monde, on voit qu'il y a une opposition entre deux camps, le eux et le nous. Eux qui est méchant, nous sommes bons. Et ça marche toujours comme ça. Vous voyez, si on ne nous condamne pas, prenons Compaoré. Compaoré a perdu le pouvoir. Et pendant que la rébellion, la transition se déroulait, il était en position de faiblesse. Il avait perdu la main. Il y avait des dossiers contre lui. Maintenant qu'il est en train de reprendre la main sur le rapport de force, on nous a sorti une histoire de procédure qui annule tout contre lui. Et donc, ça marche comme ça. Si nous ne pouvons pas prendre des résolutions, des réformes substantielles, si nous ne peut pas avoir quelqu'un qui accepte de réformer, comme en Roumanie. En Roumanie, l'ex-président a mis sur pied une justice qui ne dépend pas de l'exécutif. Et aujourd'hui, en Europe et dans toute l'Union européenne, la Roumanie est en train de passer pour être l'exemple de justice. Parce qu'on poursuit des gens qui sont encore en fonction, qui permettent de dire que l'impunité ne passe plus. Et donc si on n'arrive pas à ce niveau-là, et puis on poursuit toujours les adversaires politiques, ou bien des personnes qui ne sont plus utiles, ça nous posera des... Pour ça, j'ai qu'à marquer le tour pour sortir. Ah ben, ils sont nombreux, mais toujours est-il qu'une justice africaine a besoin de magistrats expérimentés, des magistrats libres, des magistrats qui prennent des décisions équitables, des magistrats qui cessent de rester dans la carapace des carriéristes. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'un magistrat? C'est celui qui, le soir, après avoir quitté le palais de justice, se regarde dans un miroir pour se dire, est-ce que je n'ai pas créé du tort à quelqu'un en le jugeant innocemment? Il a la conscience et la loi pour dire le droit. Oui, à qui le tour revient naturellement à tous ceux qui aujourd'hui contribuent à ce que ce système soit mis sur pied et condamnent les autres, qu'ils sachent que dès qu'ils perdront le pouvoir, dès que, comme le docteur Kablé le disait, dès qu'ils vont perdre dans l'équilibre de force, dès qu'ils vont changer de camp dans l'équilibre de force en présence, ils se retrouveront là. Mais je continue de dire que nous autres Africains, c'est pas ce type de justice-là qu'on veut. On veut une justice consensuelle, une justice qui est basée sur des règles démocratiques bien établies. Et dans le cas d'espèce, professeur Aboya, est-ce que ce type de jugement peut améliorer le système de gestion de pouvoir dans les pays africains? Naturellement, ça n'a aucun rapport, puisque là, on juge les gens pour crimes contre l'humanité, crimes de torture. La mauvaise gouvernance, si elle est inscrite comme crime contre l'humanité, naturellement, mais pour l'instant, elle n'a pas encore été encadrée comme crime contre l'humanité. On espère que les uns et les autres pourront parvenir à se muer en association des victimes de la mauvaise gouvernance pour solliciter justement qu'un tribunal pénal international statue sur la question. Mais je le dis une fois de plus, le Sénégal vient de montrer l'exemple qui peut accueillir les choses intéressantes qui permettent d'avoir un autre regard sur l'Afrique. L'Afrique ne doit pas seulement être un continent où il y a les dictateurs, où il y a les sanguinaires, mais elle doit aussi montrer l'exemplarité dans la manière de juger ces sanguinaires. Mais pour ça, on a jugé une seule personne au Sénégal, on n'a pas jugé ses complices. C'est une justice de coup. C'est supposé sanguinaire qui met sur pied le même tribunal. Mais merci à vous. Je vais terminer avec vous, docteur Kadle, pour sortir. Oui. Sur la même question. Oui, pour sortir, je sors avec Faustin Ditambe, c'est-à-dire que les Africains ne seront contents que le jour où on jugera aussi les complices, les logisticiens. Hissène Habré a été financé. S'il n'avait pas les moyens, il n'aurait pas tué. Les gens qui lui ont donné les moyens, parce que c'est ça la justice. Il faut que tout le monde vienne. Les gens qui lui ont donné les moyens, à savoir la France. La France a soutenu Hissène Habré en 87, par exemple. On a pris comme
une force anti-Kadhafi. On a soutenu Hissène Habré. Et puis aujourd'hui, comme il n'est plus au pouvoir, il a été renversé. Il y a un bout d'inachevé dans cette... Il a été renversé par coup d'État. Par son ancien patron de renseignement. Ce qui veut dire que s'il avait été encore au pouvoir, il ne serait pas poursuivi. C'est ça qui est terrible dans cette histoire. Il y a un bout d'inachevé, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Elle n'est pas équitable, je pense. Il faut une justice équitable. Les règles de justice sont claires. Ceux qui violent ces règles doivent être poursuivis. Qu'ils soient du camp des bons ou du camp des justes, ils doivent être poursuivis. Tant qu'on y arrive. Que vous soyez blanc ou noir. Que vous soyez blanc ou noir, africain, européen, etc. Il faut que les gens soient poursuivis. C'est seulement question d'après. Pour mode de défense du mutisme, donc il n'a pas voulu parler en disant que. De là, n'oublie pas que ces avocats, ces premiers avocats, c'est pas ceux-là qui sont allés le représenter là-bas. Ça, on évite de dire. Il y a eu beaucoup de mutations dans le procès et vous l'avez suivi avec nous. Merci d'être venu. Je vais rappeler ce rendez-vous sur Canal 2 international ce soir. La reine, le président du CRAC, Bernard Djonga, va donc prolonger la critique de la gestion de la grippe aviaire. Ça sera à partir de 20h30 après le journal. Rodi Tongué, 2 journalistes le reçoivent sur le grill. Ne manquez donc pas à ce rendez-vous. Quant à moi, j'espère vous retrouver la semaine prochaine avec des invités plus courtois pour certains, des invités plus courtois pour d'autres et des invités modèles comme le professeur Aboya et Faustin Dicap. Merci à vous. À la semaine prochaine. Au revoir.